et à toutes. On est absolument désolé du retard. On a eu quelques petits soucis techniques, mais qui ont l'air d'être tout à fait réglés. En tout cas, on est ravis de vous accueillir ce soir pour ce nouveau Facebook Live de l'espace qui sera pour cette fois en langue française et sur le thème de la santé mentale. Donc moi, je suis Elodie Gilliot, je suis psychologue à l'Orsper Samdara et je vais être accompagnée ce soir de mon collègue Aman Mohamed Saïd et de Laure Volmark que je vais laisser se présenter à présent. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Aman, médiateur à l'espace psychosocial. Et cette fois-ci, je vais faire en français avec mes collègues Elodie et aussi l'autre intervenant, Laure Volmark. Et peut-être que je vais essayer tout à l'heure de parler qu'est-ce que c'est l'espace, mais plus sur Samdara. Et on a fait en tigrinien, en arabe, plusieurs langues aujourd'hui. Et je laisse la parole à Laure Volmark pour se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laure Volmark, je suis psychologue clinicienne. J'ai travaillé plus de 10 ans au COMED, le Comité pour la santé des exilés, une association qui s'occupe de soins pour les personnes étrangères en situation précaire en France. Et j'ai aussi été volontaire pour Médecins sans frontières. Actuellement, je suis analyste des pratiques, enseignante et j'effectue une recherche pour Médecins sans frontières sur l'histoire de la santé mentale au sein de cette ONG. Merci beaucoup, Laure, d'être avec nous pour ce Facebook Live. Alors, pour simplement donner quelques informations, le Facebook Live va durer environ 1 heure. Vous pourrez tout au long de l'événement faire des commentaires, poser vos questions dans les commentaires et puis nous vous répondrons à la fin, après les échanges. D'accord. Avant de commencer, les questions de poser à toi, Laure. Peut-être que je peux adresser au public de dire que, voilà, de quel pays, de quelle région vous nous regardez. Plus, n'hésitez pas aussi à partager pour diffuser à tout le monde, votre ami, votre proche, pour apprendre, aussi pour avoir des informations. Et n'hésitez pas aussi de faire liker le cœur si on a besoin de ça, peut-être pour plus d'informations. Du coup, la première question à toi, Laure, comment je peux savoir si j'ai des difficultés en santé mentale? Alors, d'abord, ce que je tenais à dire, c'est que tout le monde peut ressentir des difficultés de santé mentale, comme tout problème de santé. Ça peut arriver à tous âges, aux adultes, aux enfants, aux personnes âgées, même aux bébés. Donc voilà, c'est important de savoir que ça concerne tout le monde, qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent se dire jamais de ma vie j'aurai un problème de santé mentale, ou des personnes qui en auront toujours plus que les autres. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, c'est chacun qui va savoir qu'il a une difficulté du côté de la santé mentale. On le sait en le ressentant. Parfois, c'est vrai que ça peut être nos proches qui vont nous dire est-ce que ça va en ce moment, comment tu te sens, je te trouve un peu différent, un peu pas comme d'habitude. Ça peut être aussi des professionnels de santé qui peuvent, lors d'une consultation, poser des questions pour parce que c'est aussi leur rôle de faire de la prévention et aussi en santé mentale. C'est par exemple le rôle des médecins généralistes qui peuvent vous demander est-ce que ça va au travail. En ce moment, s'ils vous trouvent fatigué, souvent, et vous laissez parler un peu de ce qui se passe et de comment vous vous sentez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les difficultés de santé mentale peuvent être de nature et d'intensité très variées. On peut se sentir triste ou se sentir inquiet face à des événements de la vie. Ponctuellement, c'est tout à fait normal. Par exemple, je ne sais pas, si on perd quelqu'un de proche ou si on a un changement important dans sa vie, eh bien, c'est tout à fait normal de se sentir triste ou de se sentir un peu angoissé. En revanche, si la tristesse, elle dure très longtemps, ou si elle nous envahit tellement qu'on n'arrive à rien faire pendant plusieurs semaines, ou si on se sent inquiet de manière exagérée, alors on peut se demander si on n'a pas des difficultés de santé mentale à un moment donné. Par exemple, je peux donner d'autres exemples. Si on a du mal d'un coup à se concentrer au travail, on a du mal à prendre du plaisir dans des activités qui nous faisaient plaisir avant. Je ne sais pas, on aimait faire du sport, puis d'un coup, on n'a plus envie d'y aller. On y va, mais c'est jamais agréable. Ou bien si on commence à avoir du mal à s'endormir, ou si on se sent moins bien avec ses proches, si on a du mal à s'occuper de ses enfants, si on en a,
si on n'a pas d'appétit, etc. Donc la santé mentale, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une norme, c'est un équilibre personnel. Et chacun ressent cet équilibre à sa manière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était Oui, clair, merci beaucoup. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire du coup que ce sont des difficultés normales, mais qui à un moment donné peuvent prendre trop de place, peut-être dans notre quotidien aussi? Voilà, c'est-à-dire ce sont des difficultés en tout cas communes. Et en fait, je pense que ce serait anormal, par exemple, de jamais avoir de problème de santé mentale dans sa vie du tout. Même si ce n'est pas gravement, c'est un peu... on n'a pas un équilibre de santé psychique qui est parfait comme pour la santé physique. Ce qui compte, c'est effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire si ça prend trop de place, si on ne pense plus qu'à ça, si ça empêche de vivre comme on le souhaiterait, alors là, effectivement, on peut se dire, ah là, oui, j'ai des difficultés en ce moment. Donc, ça concerne à tout le monde. Ce n'est pas que certaines catégories, je comprends. Voilà, c'est-à-dire il ne faut pas se dire, voilà, cette personne-là, elle est plus fragile et donc elle a des difficultés de santé mentale, mais moi je suis forte, moi, je n'ai pas de handicap, moi, tout va bien. Ce n'est pas pour les autres. On est tout le monde peut être concerné et à différents moments de sa vie. Ok, D'accord. merci. Tout à l'heure, tu disais par rapport au psychique, c'est quoi un trouble psychique? Comment savoir si j'ai un trouble psychique? Alors, quand on a des difficultés de santé mentale, on peut sentir une souffrance psychique, mais ce n'est pas forcément un trouble. Un trouble psychique, on va dire que c'est une affection, comme une sorte de maladie. Alors, le mot maladie, ça peut faire peur. C'est pour ça qu'on parle plutôt de trouble psychique, mais disons que c'est un ensemble de symptômes. On y reviendra. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? Et cet ensemble de symptômes est susceptible de déstabiliser la santé mentale d'une personne et de faire souffrir psychiquement et parfois même physiquement. Il peut y avoir des conséquences physiques à des troubles psychiques, même à des difficultés un peu générales de santé mentale. Les troubles psychiques, comme toutes les difficultés de santé mentale, sont de forme et d'intensité variables. Alors, je vais en citer quelques-uns, peut-être ce sont les plus connus, mais c'est pour donner des exemples. Par exemple, il y a les troubles dépressifs, les troubles psychotiques qui ont à voir avec le rapport à la réalité, par exemple, les troubles psychotraumatiques, les traumatismes psychiques, les troubles addictifs, quand on a une addiction, une dépendance à une substance, par exemple. Ce sont des formes de maladies différentes et chacun, c'est pareil, chacun va pas, pour le même trouble ne va pas s'exprimer de la même manière. Et certains troubles peuvent être transitoires, tout à fait passer assez rapidement, et d'autres peuvent durer plus longtemps, voire parfois devenir chroniques. Voilà, est-ce que vous avez vous voulez que je précise certains points? Pardon, juste peut-être sur effectivement cette différence, vu qu'on pourrait revenir sur la différence entre un symptôme, une maladie, un trouble. Alors, en fait, c'est des manières de décrire. On va se dire ça, c'est-à-dire que pour pouvoir, les médecins, les psychologues, mais même soi-même, parfois on a besoin de décrire ce qui nous arrive. Alors, on peut avoir un nom, c'est le diagnostic du trouble psychique, mais pour en arriver à ce diagnostic, et encore une fois, je pense que c'est très important de se dire qu'un diagnostic, ce n'est pas pour la vie, et puis ça ne définit pas ce qu'est une personne, mais une maladie qu'elle a à un moment, un trouble qu'elle a à un moment. Et ben, pour faire ce diagnostic, on va décrire des choses qui ne vont pas bien, qui empêchent la personne de se sentir bien. Et ça, ce sont les symptômes. Par exemple, dans les traumatismes psychiques, on fait des cauchemars où on a des reviviscences des événements passés. Ben, ça, ce sont des symptômes. Ou bien quand on souffre d'un trouble dépressif, fréquemment, en fait, on se sent, on a ce qu'on appelle un trouble de l'humeur, une tristesse de l'humeur. On se sent triste, on a des idées négatives. Mais aussi, il faut savoir qu'on peut retrouver les mêmes symptômes dans plusieurs maladies. Par exemple, les insomnies, on les retrouve dans beaucoup de troubles psychiques. Très souvent, quand on a un trouble psychique, un des symptômes, ce sont des symptômes liés au sommeil.
des difficultés à s'endormir, ou bien des réveils nocturnes, ou bien des insomnies du matin. Et on trouve ça dans la dépression, dans des troubles anxieux ou dans les psychotraumatismes. Mais il y a aussi parfois des symptômes qui sont tellement forts, tellement importants, qu'ils vont presque définir tout un trouble. C'est le cas, par exemple, du fait de ne pas se nourrir dans l'anorexie, ou bien de ne pas pouvoir se passer d'un produit dans les addictions. Même si on peut discuter, hein, c'est des choses qui se discutent beaucoup dans le monde des psys, on va dire, mais voilà, c'est pour donner quand même une idée. Du coup, comment on peut savoir si on a doute, par exemple, parce que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas capable de savoir un problème psychique, problème de la santé mentale, et à qui peut adresser, par exemple, s'il y a un problème? Alors, je dirais qu'en premier lieu, il faut en parler avec ses proches. Il faut en parler d'abord avec les personnes avec qui on se sent en confiance, si on n'a pas peur de les effrayer, mais voilà, c'est ça, les gens avec qui on se sent en confiance, on peut leur dire, bon, bah, en ce moment, je ne dors pas bien, en ce moment, je me sens triste, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, mais ça, c'est pour pouvoir aussi exprimer, il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas se dire, ah, moi, je suis bizarre parce que j'ai un trouble, etc., ou j'ai peur d'avoir un trouble psychique. Après, si on a un doute, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est embêtant, ce n'est pas le trouble en soi, c'est les effets de ce trouble pour une personne. Donc, c'est plutôt que, par exemple, si on se sent très déprimé, eh bien, il faut chercher de l'aide. Si on se sent très triste, si on dort très mal, si on a peur de tout, si on fait beaucoup de cauchemars, il faut chercher de l'aide, pas parce que, en général, on a un trouble et ce ne serait pas bien, mais pour se sentir mieux, pour être soulagé. Et donc, souvent, en tout cas dans le système de santé français, la personne de proximité, c'est le médecin traitant, à qui on peut aller parler de ça et qui, lui ou elle, va ensuite adresser vers un autre professionnel, un psychologue, une psychologue, psychiatre, ou bien va revoir la personne et même pouvoir la soutenir, va pouvoir... voilà, donc ça c'est une des personnes souvent, le premier professionnel de santé qu'on va voir, c'est le ou la médecin traitant. Après, on peut aussi aller voir directement une ou un psychologue si on le souhaite, sans passer par son médecin. Si on se dit, en fait, j'ai envie de parler, j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour parler de ce que je ressens. Est-ce que quand tu dis médecin traitant, parce que peut-être que pour certaines Oui. personnes qui ne comprennent pas, peut-être que le médecin traitant, ça veut dire médecin généraliste? Ça veut dire un médecin généraliste, exactement. Et c'est en D'accord. France, souvent, on en a un. Avant, on appelait ça le médecin de famille. C'est le médecin qu'on a l'habitude de voir, qui est à côté de chez nous, qui nous connaît. D'accord. Et du coup, sur ces troubles psychiques, est-ce qu'on a une idée de ce qui peut causer les troubles psychiques? Quelles peuvent être les causes de ces troubles? Alors ça, c'est une très vaste question, je dirais. On ne connaît pas forcément. Moi je pense qu'il faut plutôt se dire qu'on ne sait pas trop. Que c'est chaque personne d'abord qui va pouvoir aussi reconstruire l'histoire de son trouble, s'il en a un, qui va pouvoir reconstruire la manière dont c'est intervenu dans sa vie et d'où ça peut venir. Et chacun va se faire sa théorie et peut-être, on y reviendra, mais c'est parfois le but même de la psychothérapie, c'est de pouvoir se réapproprier les causes de son trouble. Donc, ce n'est pas forcément une personne extérieure, un psy, un médecin qui va dire, voilà, votre trouble, il est dû à ça. Après, évidemment, ça intéresse la recherche clinique, la recherche scientifique, de savoir d'où ça vient. Évidemment, ça nous intrigue d'où ça vient, ces troubles. Et alors, voilà, on tâtonne encore. Je pense par exemple à un trouble qui peut être très invalidant pour les personnes qui ont la schizophrénie. On ne sait pas trop d'où ça vient. On pense que c'est multifactoriel, qu'il y a un facteur génétique, qu'il y a des événements de la vie, qu'il y a des facteurs dans l'environnement social. Peut-être même on pense que ça peut être une maladie peu à grossesse. On ne sait pas trop, en fait. Après, par exemple, ça c'est pour la schizophrénie, mais pour le psychotraumatisme, là, les personnes qui viennent consulter pour un trouble du type de trauma, souvent savent que ça a commencé avec tel événement.
Voilà, ça peut être une agression, ça peut être un accident de voiture. Voilà. Même si chacun réagit différemment hein, face à un événement, bah, voilà, le trauma, on sait que souvent, bah, on sait, ça fait partie, c'est lié à un ou plusieurs événements. On sait aussi que, et on y reviendra, que la précarité sociale, ça amplifie, voire ça peut créer certains troubles, mais pour autant, toutes les personnes en difficulté sociale n'ont pas un trouble psychique. Et puis, il faut se dire, enfin, moi j'ai toujours en tête que chaque culture, chaque société, presque chaque famille, parfois, a une idée différente des troubles. Les sociétés, dans la médecine occidentale, eh ben, on ne va pas forcément avoir la même étiologie, on dit, donc l'étude des causes, que dans, je ne sais pas, d'autres médecines, mais même au sein, par exemple, en France, en Europe, il y a des médecines alternatives qui se développent, par exemple, je sais pas, la naturopathie, eh ben, qui va avoir d'autres idées des causes des troubles psychiques. Voilà, c'est une réponse qui n'en est pas une parce que c'est un sujet tellement compliqué et vaste. Voilà. On a juste une offre, nous, par exemple, comme à l'Hospice ou autre, on accompagne, par exemple, les personnes, la plupart qui passent par la Méditerranée ou, je sais pas, par le désert, et ils essaient, en fait, d'être en précaire, de venir en Europe. Du coup, je ne sais pas, peut-être que je peux vous poser cette question. Est-ce que la migration ou le fait d'être en situation précaire peut impacter le développement de troubles psychiques ou des difficultés de santé mentale? Alors, donc moi, c'est vraiment mon expérience, c'est-à-dire puisque j'ai travaillé le plus longtemps auprès des personnes exilées. Et en tant que psychothérapeute, beaucoup, je recueillais donc la souffrance de ces personnes et on essayait ensemble voilà, d'y remédier, de les soulager, etc. Donc, les personnes que je recevais, elles étaient à la fois exilées en situation de grande précarité en France. Et donc, j'ai eu à m'intéresser à cette question particulièrement et je dirais que euh, d'abord, si on parle que de la précarité, oui, oui, je dirais oui, bien sûr, la précarité, ça impacte le psychisme, en fait, parce que, bah, par exemple, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. On peut aussi, dans une société, si on se sent très précaire, très exclu, perdre l'estime de soi. On sait que l'absence de logement a un gros impact sur l'équilibre psychique. On peut sentir qu'on manque de reconnaissance, qu'on manque de liens sociaux, etc. Et si on parle en particulier de la question de l'exil et des exilés en situation précaire en France, qui, comme tu le rappelais, pour beaucoup ont traversé en plus des situations extrêmement difficiles, comme traverser la Méditerranée, avoir des parcours d'exil très difficiles où il y a du danger, où il y a du risque, où il y a de la peur, où on peut être agressé, on peut être violé, surtout les femmes, etc. Donc, tous ces parcours d'exil jonchés où il y a des risques de violence et des violences subies ont des conséquences sur la santé mentale. Et puis, les personnes exilées, pour certaines, sont parties aussi du fait de violences subies dans les pays d'origine. Et donc, c'est comme si les violences se redoublaient et avaient encore plus d'impact sur la santé psychique. De plus, souvent, quand on s'exile, les personnes qui s'exilent en France s'exilent seules, et donc elles ont dû se séparer de leurs proches. Elles sont aussi dans des environnements qui ne leur sont pas familiers. Je pense à des patients qui, par exemple, connaissaient leur premier hiver, et c'est quelque chose qui peut être très difficile. Et d'autant plus si on ne se sent pas accepté dans une société, si on se sent discriminé, si on n'a pas des conditions de vie décentes. Donc voilà, je le dis encore une fois rapidement, on pourrait y revenir, mais effectivement, les conditions de vie ont un impact sur le psychisme et l'exil en fait partie. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui perd, par exemple, la capacité au genre, par exemple, quelqu'un qui travaille dans leur pays d'origine, qui travaille, c'est pas dans un bâtiment, il n'y a pas besoin d'avoir, c'est pas un diplôme, un certificat, ou qu'il était chef de foyer, depuis qu'il est arrivé, il ne parle pas français, il se retrouve comme un enfant.
C'est-à-dire, tout ça, peut-être que ce que ça peut impacter, de ne pas avoir parlé français, de ne pas aussi connaître la culture, le code social, et peut-être que la santé mentale, on n'a pas le même concept. Est-ce qu'il y a des impacts sur ça? Par exemple, la question de la langue que tu soulèves, c'est une question très intéressante parce qu'à la fois, quand on ne parle pas la langue d'un pays, on le sait quand on voyage, tout simplement, il y a un moment quand même, on est un peu perdu, où ça peut être une difficulté à surmonter pour trouver, manger, juste se repérer. Et puis, ça fatigue. On connaît ça, on connaît la fatigue d'être dans une langue qui n'est pas la sienne. En soi, bon, disons qu'on ne peut pas dire que ça crée un trouble ou une grande difficulté de santé mentale, mais ça crée une forme de fatigue. Mais si en plus, on nous renvoie qu'on devrait parler le français, et si les autres ne font pas d'efforts, et si en plus on est discriminé, on n'a pas accès aux soins parce que on ne parle pas le français, parce qu'il n'y a pas d'interprète, on est mal reçu, etc. Là, ça commence à avoir un impact, disons, amplifié. Donc je dirais, voilà, c'est à la fois l'exil en soi, mais c'est aussi les conditions de l'exil dans le pays d'accueil qui jouent beaucoup sur la santé mentale. Et, on a une question qui est probablement elle aussi pas évidente, mais on aimerait vous entendre là-dessus aussi parce que c'est quelque chose qu'on peut souvent nous poser, notamment, et ça nous semble légitime quoi, chez les personnes qu'on rencontre. Finalement, quels sont les moyens un petit peu de faire face à la souffrance psychique, aux difficultés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de retrouver un équilibre de santé mentale? Alors, vu ce qu'on vient de dire juste avant, bon, c'est encore plus difficile de répondre parce que c'est plus facile de retrouver un équilibre quand on est dans des conditions qui le permettent. Et donc, les personnes exilées en situation précaire en France, par exemple, disons, ont moins d'aide, on va dire, pour retrouver cet équilibre. Néanmoins, il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible. Et en premier lieu, parce qu'il n'y a pas d'universalité. Il n'y a pas une recette qui conviendrait à tout le monde. Voilà, sinon ça se saurait. Faites ceci, faites cela, ça va aller beaucoup mieux. Bon, chacun a ses ressources propres. Et encore une fois, c'est en fonction de l'histoire de chacun, de chacune. En fait, il y a des personnes qui vont faire du sport, il y a des personnes qui vont passer du temps avec des amis, des personnes qui vont lire. Voilà, on va d'abord s'appuyer sur ce qui nous fait du bien. Finalement, c'est assez simple, mais on va essayer de retrouver ce qui nous faisait du bien avant. Je pense aux personnes exilées. Effectivement, par exemple, dans les thérapies que moi je menais, j'avais tendance à dire quand vous étiez, OK, ici, c'est compliqué. Tout est plus compliqué, bien sûr, mais quand vous étiez chez vous, qu'est-ce que vous faisiez quand ça n'allait pas? Et les personnes donc, me répondaient, je téléphonais à un copain, j'allais faire un tour, je faisais je sais pas quoi, du sport. Donc on va essayer de rechercher voilà, ensemble. Alors parfois quand on est mal, on a même du mal juste à se dire mais qu'est-ce qui pourrait me faire du bien. Mais du coup c'est la question d'être en dialogue avec quelqu'un d'autre pour trouver ce qui peut aider. Je dirais aussi que c'est important pour pouvoir aller mieux, d'abord de reconnaître que ça ne va pas. Même si ça va juste, c'est pas que ça va super mal, mais de pouvoir identifier qu'on ne se sent pas bien, que quelque chose nous impacte. Et puis, il faut pas Je pense que c'est important de ne pas repousser ces pensées en disant ah, mais c'est pas normal, ah, mais non, il faut que j'aille bien. Et encore une fois, les personnes exilées qui sont en France, qui doivent par exemple faire face à des procédures administratives, elles ont tendance à dire non, mais je ne peux pas aller mal, donc ça va. Et pourtant, en fait, ça aide de se dire ben non, là, ça ne va pas, c'est compliqué et je n'ai pas à me sentir coupable. Quoi. Voilà, encore une fois, ça peut arriver à tout le monde et la situation dans laquelle je suis a un impact aussi sur moi. Voilà, alors après, j'en ai un peu parlé. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter, c'est-à-dire il ne faut pas attendre trop. Plus on attend, plus c'est difficile. Il vaut mieux consulter trop tôt et puis que ça aille beaucoup mieux qu'attendre en se disant non, mais ça va, je peux tenir, etc. Voilà, je ne sais pas si...
Non, non, c'est clair. Justement, en fait, avant de poser d'autres questions, quand tu me parles de ça, en fait, je pensais, les personnes qui posent cette question, en fait, les personnes qui sont timides, qui ne Ouais. savent pas, est-ce que les personnes qui sont timides, les personnes, ils ont peur, en fait, de parler, de partager à quelqu'un, et qui a le droit, en fait, de savoir, pour savoir, en fait, mon droit de secret par rapport à qu'est-ce que c'est de la confidentialité, par exemple. Si je dois parler avec un psychologue ou je dois parler avec qui? Parce que j'ai peur que si je parle c'est avec, par exemple, ma communauté, ils vont savoir que je suis un fou. Peut-être que la question, par exemple, culturelle, c'est un certain pays. Et si on parle, il est considéré comme un fou, peut-être ça peut impacter pour le mariage, peut-être que la génétique, tout ça. De quoi, à qui je dois parler? Parce que ma famille, des fois, j'ai confiance, je peux parler. Peut-être que ma communauté, je peux parler parce qu'on parle la même langue. Et si je parle à un psychologue, est-ce qu'il doit partager avec d'autres sans mon autorisation? Et comment je peux savoir, en fait, à qui je dois parler? Alors, il y a plein de choses intéressantes là dans ta question. D'abord, il y a des gens qui se sentent à l'aise effectivement pour parler avec leur famille ou leur communauté, puis il y a des gens au contraire qui préfèrent parler à quelqu'un qui est tout à fait étranger parce qu'ils savent que comme ça, le secret sera bien gardé et que personne ne saura et ils se sentent moins jugés. Et il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise pour parler avec quelqu'un dans leur langue, dont ils ont l'impression de partager les références culturelles, etc. La timidité, c'est une bonne question, c'est-à-dire on est souvent intimidé. On a souvent peur de parler de soi, de parler de ce qui ne va pas. Même quand on est psychologue soi-même, ce n'est pas rien d'aller voir un autre psy, un médecin pour dire ça ne va pas, etc. Donc, cette timidité, elle est normale. On peut se Mhm. sentir un peu honteux, et puis on peut aussi, et ça c'est encore un peu honteux ou un petit peu avoir peur du regard de l'autre, quoi. On peut avoir peur du regard que l'autre va porter sur soi. Et on peut aussi, mais là-dessus je vais rassurer voilà, le plus possible, on peut aussi avoir peur que les informations qu'on donne, elles soient divulguées, elles soient racontées à d'autres personnes. Et là, effectivement, si on a préféré parler à quelqu'un qui n'est pas de sa communauté, on n'a pas du tout envie que ça revienne aux oreilles voilà, de personnes qu'on connaît dans la vraie vie, on va dire. Et donc, là-dessus, je vais rassurer tout de suite les professionnels de santé, les médecins, mais aussi les psychologues, mais aussi d'ailleurs les travailleurs sociaux, quand ils travaillent dans ce que je connais le mieux, voilà, un milieu de santé, sont tenus au secret professionnel. Et aussi les interprètes. Les interprètes qui interviennent dans le cadre d'une consultation sont tenus au secret. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit, et vraiment pas le droit, de divulguer les informations qu'on leur donne. Si on a un doute, on peut aussi demander. Voilà, j'ai envie de vous parler de choses, mais j'ai un petit peu peur. Qui est-ce qui peut le savoir après? On peut demander. Là encore, je peux m'appuyer sur mon expérience. Au COMED, on avait un dossier pour chaque patient. Parce que ce que je vous dis du secret, bien sûr, c'est avec chaque professionnel, mais quand on est plusieurs à prendre en charge quelqu'un, à essayer de l'aider, de l'accompagner sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan psychologique, parfois on a besoin de se parler ensemble de la personne. Sinon, sa prise en charge, elle sera moins bonne. C'est ce qu'on appelle le secret partagé. Ce secret partagé est seulement à l'intérieur, par exemple, du centre de santé. Mais au COMED, par exemple, on pouvait se parler des patients, mais évidemment, tout ce qu'on se disait, ça n'allait jamais aux oreilles de l'OFPRA ou de la préfecture ou même d'une assistante sociale qui ne serait pas à l'intérieur de la prise en charge. Donc ça, c'est important de connaître cette notion à la fois de secret professionnel et de secret partagé. Et on peut aussi dire, moi j'aimerais vous parler, mais j'aimerais parler qu'à vous. J'aimerais pas que tout le monde soit au courant. Et dans ce dossier qu'on avait au COMED, moi j'en parlais toujours au début. Je disais aux patients, voilà, je vais écrire certaines informations, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais mettre que les informations qui sont, par exemple, qui sont importantes à partager. Par exemple, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous faites des cauchemars? Mais je ne vais pas écrire le contenu des cauchemars. Voilà, c'est des choses, c'était par exemple au COMED, c'était assez clair comme ça, et comme ça, les patients pouvaient dire oui, non. C'était rare d'ailleurs que ça pose des problèmes. Donc voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir poser des questions
et puis que les professionnels de santé ils cherchent à ils aient votre consentement aussi. Voilà, ils aient votre accord. C'est-à-dire, par exemple, je peux parler avec des professionnels avant de poser comment je peux voir un professionnel. Il y a certaines personnes, par exemple, ils ont les craintes. Si je parle, par exemple, des problèmes de psychique, il y a Ouais. certaines personnes qui regardent, ils ont des rêves, des cauchemars, par exemple, de la question de suicide ou pour prendre le risque, même pour leur entourage. Je ne sais pas si je parle de ça, par exemple, qu'elle a envie de se suicider ou de tuer quelqu'un. Et peut-être qu'il a peur, en fait, de ne pas considérer comme un criminel. Est-ce qu'il doit partager sur ça? Alors, ça, c'est une question encore. En fait, il y a certains cas assez rares où on doit lever le secret professionnel. C'est les cas où les personnes sont en danger ou bien où les personnes, où on a connaissance d'un crime. Mais c'est très, très rare. Hein. Il faut quand même garder en tête que c'est très rare. Dans la majorité des cas, ça ne se pose pas. Ok. Mais par exemple, quand on est psychologue, quand si on a connaissance de mauvais traitements sur un enfant, par exemple, d'abus, eh ben, il y a ce qu'on appelle une obligation de signalement. Mais souvent, justement, on est en équipe. Donc, on va aussi, voilà, on va mettre la protection de l'enfant en premier lieu. Voilà. Mais c'est aussi des cas assez compliqués, en fait, qui sont discutés en équipe. En fait, on ne réfléchit pas trop tout seul quand il y a des questions graves. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Et les soignants, ils doivent toujours faire dans l'intérêt, en fait, de leurs patients. C'est ça qu'il faut aussi garder à l'esprit. Ils ont une obligation de travailler dans l'intérêt de leurs patients. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, en fait l'idée juste pour prévenir les publics qui nous regardent ou peut-être qu'ils vont regarder sur les replays. On est là juste, c'est pas répondre l'urgence. On est là juste pour sensibiliser qu'est-ce que c'est la santé mentale, plus aussi qu'est-ce que c'est le psychique en fait. Quelqu'un qui Voilà. pense, surtout pour les personnes qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas accompagnées, peut-être qu'ils sont de retrouver dans un petit village ou peut-être que les personnes qui parlent français, qui nous regardent dans un autre monde, juste d'essayer en fait, prendre soin de soi, peut-être que d'abord, et après aussi d'être, je sais pas, de demander pour les professionnels ou les familles. Juste, on est là juste pour sensibiliser, c'est pas pour trouver une solution magique. Il n'y a pas de problème, il y a pas aussi une réponse Exactement, magique. exactement. Il y a pas je suis tout à fait d'accord. Euh, Euh, Du coup, effectivement, on a parlé un petit peu jusqu'à présent de psychologues, de psychiatres. Est-ce que vous auriez quelques mots à nous dire sur les différences qu'on peut trouver dans ces différentes professions, ces différents psy? Alors, donc, pour information, voilà, les psychiatres et les psychologues n'ont pas la même formation. Les psychiatres ont une formation médicale. Ce sont des médecins qui ont fait une spécialité de psychiatrie, alors que les psychologues ont fait la spécialité psychologie à l'université, qui n'est pas la médecine. Après, les psychiatres et les psychologues, c'est là où ça se complique, peuvent être psychothérapeutes, qui est encore une autre chose, qui est le fait de soigner. Alors, le plus souvent par la parole, la plupart des psychothérapies sont par la parole, mais il y a d'autres formes d'ailleurs. Il y a des médiations, qu'on appelle des médiations, donc par l'art, ou je sais pas, il y a d'autres formes voilà, il y a pas mal d'autres formes de psychothérapie. Ça peut être en individuel ou en groupe. Les psychiatres qui ont une formation médicale, ils ont la possibilité, le droit de prescrire des médicaments. C'est la grande différence avec les psychologues. Ils sont aussi souvent, on fait appel aux psychiatres quand on a besoin d'un avis très spécialisé en termes de diagnostic, par exemple. Même si les psychologues aussi sont assez spécialisés dans le domaine du diagnostic. Mais la différence, c'est vraiment aussi cette question du traitement. Sachant que les médecins généralistes, hop là, on complique encore un peu plus, les médecins généralistes aussi peuvent donner certains traitements. C'est au moment où ils vont sentir qu'ils ont besoin d'un avis encore plus spécialisé qu'ils peuvent adresser à un psychiatre. Les psychiatres peuvent aussi délivrer certains certificats, écrire certains rapports. Je pense pour les procédures pour les personnes étrangères malades,
qui vont demander un titre de séjour parce qu'ils ne peuvent pas être soignés dans leur pays pour les maladies psychiques qu'ils ont, eh bien, ce sont principalement les psychiatres, mais aussi un peu, qui vont produire des certificats, ce qu'on appelle des rapports médicaux pour l'OFII, donc l'Office français de l'intégration. Et j'ai un trou de mémoire, de l'immigration et l'intégration, l'intégration et l'immigration. J'ai un trou de mémoire sur le OFII. Donc, voilà. Donc, voilà, les psychiatres ont certaines prérogatives des médecins. Mais les psychologues aussi, il y a des points communs. Ils peuvent faire des thérapies. Ils peuvent aussi faire des bilans. Par exemple, des bilans cognitifs. C'est-à-dire des bilans, par exemple, pour évaluer pour les enfants ou pour les personnes âgées qui ont des troubles de la mémoire. Par exemple, les psychologues peuvent faire des bilans, des évaluations et toutes ces personnes, les psychologues et les psychiatres, peuvent travailler soit dans un cadre libéral, c'est-à-dire qui ont un cabinet, ou bien dans des institutions, des associations, à l'hôpital, etc. Et puis certains, il y a aussi des psychiatres qui vont être spécialisés dans la prise en charge des enfants, voire des bébés. Il y a on peut être spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées, enfin voilà, de certaines maladies. Des personnes qui sont certains troubles psychiques qui sont par exemple spécialisés dans le traumatisme ou dans les addictions. Voilà, donc c'est assez vaste. Ce qui est bien d'une certaine manière, ça veut dire qu'il y a un éventail assez large de personnes à qui on peut s'adresser en fonction des différents problèmes qu'on peut avoir. Enfin, dans l'idéal en tout cas. D'accord. Ce que je comprends, la différence entre psychologue et psychiatrie, c'est très, très décalage, parce que le psychiatre qui peut faire il peut donner des ordonnances sur Voilà. Est-ce que, par exemple, quand si je vois un psychologue, un psychiatre, que je suis considéré comme handicapé, par exemple, est-ce que ça peut m'empêcher, par exemple, d'avoir trouvé un travail, ou je dois cacher de ne pas tout dire? Alors, alors ça, c'est pas un psychologue ou un psychiatre qui va reconnaître le handicap. C'est une institution spécialisée qui reconnaît le handicap. C'est une reconnaissance légale, en fait. C'est la MDPH. Voilà. Est-ce que c'est bien, je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que c'est bien à la demande des personnes de toute façon, cette reconnaissance quand on l'obtient? Donc, il n'y a pas de risque, tu vois, suite à ta question de est-ce que je dois cacher des choses? J'ai dans l'idée que... Exactement, en fait, il y a certaines personnes, en fait, et pourtant, ils souffrent par rapport aux psychiques, parce qu'ils savent déjà qu'ils ont des problèmes, des cauchemars ou du passé d'expérience par rapport à la famille, par rapport à tout ce qu'ils ont passé sur les questions de migration. Depuis qu'ils arrivent ici, une fois ils voient un psychologue, un psychiatre, il va me donner le médicament, il va me donner un médicament que, par exemple, je ne peux pas. Après, je vais devenir un addiction, je ne sais pas, parce qu'il porte qu'en fait, de ne pas tomber sur la consommation des médicaments et un jour de ne pas retrouver un travail parce qu'ils sont considérés comme un problème de psychique, parce qu'il n'est pas capable de gérer son problème. Donc, est-ce qu'il y a un impact ou pas par rapport à cela? Aucun, en fait, parce que c'est étanche, c'est séparé. C'est le secret professionnel dont je parlais tout à l'heure. Si moi, j'ai connaissance que quelqu'un ne va pas bien, j'ai aucun droit d'aller le dire à un employeur. Il va y avoir aucun papier qui le dit. Et l'employeur, s'il me demande, vous connaissez monsieur machin, est-ce qu'il ne va pas bien? Eh ben, je dirais rien. Je ne dirais même pas si je connais monsieur machin. Ah, trop bien. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, tout à l'heure que tu avais parlé de la question du secret professionnel. Et parce qu'il y a certaines personnes qui, en fait, ils ont envie de voir un professionnel de psychologue ou psychiatre, mais en fait, il y a un truc qui les empêche en fait, de ne pas aller voir. Parce que si je parle ça, je partage ça, ils vont inscrire sur mon dossier et après, ça va m'embêter quoi, pour mon avenir. Quoi. Le dossier, par exemple, on parlait du dossier, mais le dossier, il est juste à l'intérieur du cabinet, par exemple, du psy. Le dossier ne sort pas. Il ne peut pas sortir. On n'a pas le droit de faire sortir le dossier. Voilà, donc globalement, on va dire dans la règle la plus générale, c'est qu'on n'a pas le droit. Le dossier, il est obligatoirement entre le patient et le soignant. Et même, en fait, moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Ce serait intéressant d'ailleurs peut-être de faire intervenir quelqu'un qui est vraiment
très forts là-dessus. Mais même maintenant, les patients, ils ont le droit de consulter leur dossier, ils ont le droit de savoir ce qu'on écrit dedans, etc. Il est autant à eux qu'à nous, on va dire ça, pour simplifier, quoi. Est-ce que pour les personnes qui ne sont jamais allées, par exemple, voir un psychologue, un psychiatre, qui ne connaissent pas en fait la différence, tout à l'heure, tu disais, il y a par exemple psychologue, il y a psychanalyste et aussi Ouais. psychiatre. Il y a beaucoup, en fait, ils sont perdus des gens qui connaissent pour tous les différents des professionnels. Est-ce que, par exemple, voir avec des professionnels sans avoir un interprète, est-ce que ça peut faire une consultation? Comment tu peux, par exemple, c'est plus facile pour toi? Je sais pas, excuse-moi, c'est-à-dire, est-ce que... Par exemple, certaines ah oui, personnes, ils préfèrent sans avoir un interprète parce qu'ils ont peur de oui. l'interprète qui ne pas partagé. Et certaines personnes ont des difficultés pour déjà de ne pas avoir parlé français, c'est très compliqué. Du coup, en plus avec le psychique, est-ce que, par exemple, l'absence l'absence de l'interprète, est-ce que c'est possible de faire une consultation? C'est compliqué, c'est-à-dire qu'on va toujours respecter la volonté de la personne. En tant que soignant, en tout cas moi en tant que psychologue, je vais respecter ce que la personne souhaite. Si elle ne souhaite pas d'interprète, je ne vais pas imposer un interprète. Et après, d'ailleurs, il faut avoir des interprètes, ce qui est pour le coup plus souvent le problème. Le problème, c'est plus souvent des personnes qui souhaiteraient avoir des consultations avec des interprètes et qui n'en ont pas, que l'inverse. Mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas. Alors, on se débrouille, je dirais. C'est pas l'idéal, mais si elle ne souhaite pas, elle ne souhaite pas. Alors, on se débrouille, soit on- on essaie voilà, c'est sûr que c'est, comment dire, une consultation avec un interprète formé, c'est bien mieux parce que la personne peut s'exprimer, on peut la comprendre, on peut se faire comprendre de la personne en retour. Et le secret va être conservé. L'interprète, il est comme les autres soignants. Voilà. Et quand on est aussi formé en tant que professionnel à travailler avec les interprètes, bah, c'est encore mieux. L'interprète est formé à travailler avec des professionnels de santé. Le professionnel de santé est formé, on sait comment parler, on sait sur quel rythme, on respecte les rôles de chacun. Voilà. C'est mieux. Mais on peut comprendre que des personnes ne veulent pas. Alors parfois aussi, c'est au début, on ne veut pas, puis après, une fois que la relation de confiance, elle s'est établie, on peut redire non, mais vous voyez l'interprète, eh ben, vous pouvez lui faire confiance comme à moi. Et donc, les choses peuvent évoluer au cours d'une prise en charge. Qu'est-ce que tu dis, par exemple, pour les personnes qui prennent comme interprète leurs proches ou, je sais pas, leurs enfants ou, je sais pas, et par exemple, les bébés qui parlent très bien plus que parce qu'ils apprennent vite la langue française Ouais. et qui prennent comme interprète et qu'est-ce que tu leur conseilles ou qu'est-ce que tu leur dis, par exemple, par rapport à ça? Moi, je dis qu'il faut éviter au maximum. Alors, Parce qu'il y a un impact, parce que déjà, la confiance est déjà créée avec eux. oui, mais tu vois, si toi, tu as un parent et que tu parles avec ton enfant, tu demandes à ton enfant de traduire tes problèmes de santé psychique, bah, peut-être que ton enfant, il n'a pas besoin de tout savoir. Peut-être qu'il y a des choses dont tu ne peux pas parler devant ton enfant. Peut-être que le professionnel de santé aussi va être gêné. Et puis, un enfant même qui parle bien le français, ce n'est pas un interprète. Un interprète, c'est un métier. Donc, voilà. C'est aussi là, voilà. Il faut vraiment, pour moi, vraiment, interprète, c'est un métier et donc, c'est pas tout le monde qui peut l'exercer. Il faut soit de l'expérience, soit une formation, soit les deux. Bah, merci, parce que je suis interprète, ça me concerne aussi, tu me protèges avant même. Chapeau, quoi. Et du coup, peut-être que tu as des questions avant de passer à d'autres questions. Moi, ça va. Merci beaucoup, en tout cas, Euh, pour ces réponses. et merci pour ce que je suis très apprécié par rapport aux réponses que tu fais. Peut-être qu'on a des questions sur le commentaire ou pas. Donc, il y en a une qui nous a été suggérée. Donc, en quoi la reconnaissance des troubles psychiques ou du psychotrauma des personnes exilées va influer sur l'obtention de l'asile dans le pays d'accueil? Très bonne question. Très difficile. On ne va poser que des questions difficiles ce soir. Voilà. Donc, j'ai l'impression que vous Elle êtes est- dispersés Alors, après. Désolée. non, c'est une très bonne question parce que quand on s'occupe de personnes exilées, quand on est dans des suivis, etc., on sait à quel point
ça peut être mélangé à certains moments, à la fois dans la tête des personnes et aussi parfois dans la réalité. Alors, c'est mélangé parfois parce que les personnes, si on parle de psychotraumatisme, le psychotrauma, ça provoque, par exemple, des amnésies qui font que les personnes ont du mal à se souvenir même de ce qui leur est arrivé ou de morceaux de leur parcours. Et ça rend difficile, en fait, le récit, écrit et oral, oralement encore plus, en fait, à l'OFPRA ou les questions à la CNDA. Donc là, c'est la première, voilà, c'est la première influence, c'est que parfois, les personnes, à cause du psychotrauma, ou même juste à cause de la douleur, on sait que quand on parle, il se passe quelque chose sur le plan émotionnel, et parfois, il y a des personnes, quand elles racontent leur histoire, elles sont débordées par l'émotion, et en fait, ça les empêche de raconter leur histoire, ou bien elles ont des images qui leur reviennent, et la détresse face à ces images, ça les empêche de raconter leur histoire aussi. Donc ça, c'est la première manière dont ça peut influer. Et là, c'est du coup important de chercher de l'aide parce que ça peut aider, euh, parce que ça peut aider à pouvoir parler au moment où il faut parler, et le reste du temps, on pourra oublier. Voilà, on va dire ça un peu comme ça. Après, ça a un peu influé d'une autre manière, c'est que parfois, les personnes exilées demandent des certificats à l'appui de leur demande d'asile pour pouvoir dire, voilà, j'ai du mal à parler, mais c'est lié à mon traumatisme, ou bien j'ai des symptômes qui sont liés au traumatisme. Donc, en ce sens, ça influe sur la reconnaissance, mais on ne sait pas trop. Au COMED, on n'a jamais, par exemple, très bien su à quel point le fait d'avoir un certificat, ça aidait, ça n'aidait pas, ça aide beaucoup à obtenir le statut de réfugié, c'est très difficile de le savoir. Voilà, donc je dirais que c'est sur ces deux plans, en fait, le plan où ça empêche et le plan où peut-être, si c'est reconnu et si c'est attesté quelque part, ça pourrait peut-être aider, mais j'en suis pas si sûre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est plus compliqué que j'ai un certificat et donc j'aurai plus facilement l'asile. Ouais, il y a tout un tas d'influences qu'on ne connaît pas non plus. Voilà. Ok. On a reçu une autre question. Je vous laisse, Aman, peut-être la poser. Tu veux l'écrire? Vas-y. Ok. Dans le cadre d'une maraude, par exemple, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec quelqu'un qui semble souffrir, mais il est précisé pas forcément physiquement, si nous n'avons pas de formation en psychologie? Je dirais que cette situation-là, qui doit être relativement fréquente, elle ne nécessite pas forcément de formation en psychologie, au sens où, eh bien, quand on approche quelqu'un, on lui demande comment ça va, on est à l'écoute, on n'a pas forcément besoin de rentrer dans un entretien, on va lui poser plein de questions sur ses symptômes, est-ce qu'il dort bien, etc. On va juste lui demander si ça va, si cette personne a besoin d'aide, et notamment, je pense que dans les maraudes, la question de l'orientation, de dire, voilà, peut-être vous pourriez aller, voilà, la possibilité de donner des conseils sur consulter un médecin généraliste, un psychologue, aller aux urgences si c'est plus grave, etc., c'est possible. Après, il y a des cas plus compliqués, c'est quand les personnes sont agitées, par exemple, ou quand elles sont très, très prostrées, ou quand, voilà, là, donc ça peut nécessiter de demander conseil, peut-être, à un psychologue, ou d'y aller. En tout cas, moi, le conseil que je donne, c'est quand on n'est pas très sûr, il ne faut pas y aller tout seul. Si on peut être deux, déjà, voilà. Les situations difficiles dans le soin, c'est bien parfois de ne pas les aborder seul. Donc, voilà, d'être avec quelqu'un, en parler avant, pendant, après, voilà, pour pouvoir faire face, quoi. Oui, donc dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a notamment tout un tas de manières d'écouter, de prendre soin, de se préoccuper de l'autre qui ne sont pas réservées du tout aux psychologues et que peut-être on sait tous faire aussi dans notre quotidien et qui pourraient mobiliser déjà. Des situations dont on entend qu'elles sont plus difficiles. Mais... Et puis rien que de faire attention
rien que de montrer qu'on fait attention, eh ben, c'est déjà un lien, quoi. C'est déjà tendre la main, ça peut déjà aider la personne à parler, ensuite à chercher de l'aide, à se sentir moins seule, à se sentir épaulée, quoi. C'est important aussi la considération, c'est l'attention qui compte. C'est comme tu dis que je ne sais pas, ça dépend par exemple de quel endroit que vous êtes. Par exemple, si vous êtes à Lyon, voilà, on vous conseille de venir à l'espace, peut-être avec la personne, qu'on peut discuter ensemble. Et après, n'hésitez pas aussi de demander des professionnels, par exemple, si vous arrivez, par exemple, à l'Hospice Samdara, il y a un permanence téléphonique, de demander comment je peux, si vous avez des difficultés pour les accompagner. On a des professionnels qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous aussi donner des conseils comment il faut faire, par exemple. Oui, plutôt sur la permanence, effectivement, elle est plutôt dédiée aux professionnels qui se questionneraient sur comment orienter cette personne, vers quel type d'institution ou d'organisme je pourrais l'orienter. Effectivement. Et du coup, si je reviens juste un petit peu en arrière, toi, il y a quelque chose, il me semble, que tu m'as déjà évoqué et que tu utilises beaucoup avec les personnes quand tu les rencontres, c'est aussi de leur demander comment tu pourrais les aider. Donc on avait déjà échangé là-dessus. Parfois, on a envie d'apporter une réponse là tout de suite. On a le sentiment que l'autre a besoin d'une réponse, mais lui poser la question aussi, parfois c'est déjà une manière un peu de soutenir. Merci de parler de ma professionnelle. Et en fait, la question du médiateur, être médiateur, en fait, et de faire le lien. Donc, par exemple, pour moi, peut-être plus facile pour les autres, parce que peut-être que je peux parler sa langue natale ou la langue culturelle. Des fois, il faut commencer avec le sourire. Le sourire, en fait, la personne, en fait, ça donne un peu d'espoir, quelqu'un qui est en face d'elle. Il y a certaines personnes qui se sentent un peu l'invisibilité. Personne qui peut leur parler, personne qui peut aussi les accompagner. Du coup, de venir, de s'installer, de rester peut-être qu'à genoux, ou truc, de ramener un verre de thé. C'est simple, en fait, des gestes, comme tu dis tout à l'heure, de toucher les mains. Ça peut, en fait, donner un peu les soins, premier soin, en fait, premier secours, les soins. Et après, on peut discuter. De ne pas rentrer sur les détails, sur leur intimité. Juste, peut-être un peu discuter, je ne sais pas, sur le sujet, l'actualité ou l'autre. Après, peut-être si on fait les liens, et en plus, comment dire, on crée la confiance, à ce moment-là, peut-être qu'on peut parler pour les accompagner ou pour donner les endroits qui peuvent aussi les accompagner, de orienter vers les professionnels pertinents qui sont bien formés sur la santé mentale, par exemple. Je regarde ma collègue modératrice, voir s'il y a d'autres questions. Peut-être, Laure, vous aviez une remarque ou quelque chose que vous vouliez ajouter. N'hésitez pas non plus. Oui, peut-être quelque chose que je voulais dire, c'est que il ne faut pas se dire que c'est une obligation ou qu'on est puni quand on doit voir un psy, que c'est parce qu'on ne va pas bien. Il faut vraiment se dire bah, voilà, que ça peut être une aide, un soulagement, mais aussi que ça peut apporter quelque chose. Et voilà, moi je pense par exemple à des patientes que je suivais au COMED qui venaient parfois pour des symptômes de trauma très lourds, mais en fait qui continuaient un petit peu leur thérapie parce que ça leur apportait d'autres choses, parce qu'on parlait aussi pas que de ça, pas que des symptômes de maintenant, on parlait aussi de qui elles étaient comme personnes, ce qu'elles faisaient avant. Elles pouvaient travailler un peu d'autres questions et moi je laissais toujours un peu de place, un peu de temps aussi pour ça. Donc voilà, il faut se dire que pouvoir parler de soi, mais même à son médecin généraliste, parfois ça apporte vraiment quelque chose et que voilà, c'est pas juste une obligation. Voilà. Ça me semble important d'avoir ça en tête, qu'on peut avoir finalement retiré une forme d'intérêt et de plaisir. Ok, merci que tu précises ça et juste pour prévenir aussi le public. Ce qu'on faisait déjà, qu'on a fait en plusieurs langues. N'hésitez pas aussi à regarder sur le site Lorsque Samdara ou sur notre page de Facebook Live. Il y a en plusieurs langues, en arabe, en français, en tigrinya. Et aussi, peut-être qu'on n'est pas, comment dire, fixé les dates aussi. Il y a une deuxième séance avec Laurent Mar. Et peut-être que vous pouvez aussi poser votre question sur les commentaires.
Si vous n'arrivez pas à joindre l'équipe par téléphone ou peut-être que nous, on ne peut pas répondre tout de suite. Donc, n'hésitez pas, en fait, partager ou commenter, posez votre question, il n'y a pas de problème. Est-ce que le dernier, Laure, parce que je pense qu'on a terminé notre question. Et toi, est-ce que tu as envie de dire quelque chose avant de terminer? On va dire au revoir à tout le monde. De mon côté, oui, moi, j'ai pas, j'ai rien à ajouter. Effectivement, aller sur le site de Laure Spersamdara et aussi un site qui est utile, qui est le Psycom, psycom.org, où il y a beaucoup d'informations, d'orientation, de lieux sur la santé mentale. C'est assez accessible. Voilà. Je n'ai pas vérifié si c'est en plusieurs langues, mais voilà. Je pense que ça peut être une ressource utile. On va vous mettre en tout cas le lien dans les commentaires pour le site du Psycom. Vous avez aussi le lien vers leur Spersamdara où il y a un certain nombre d'outils aussi et aussi en différentes langues. Donc, Voilà. merci beaucoup en tout Et, cas. et peut-être une dernière chose dans la série, il y a aussi le site du COMED, que je m'en voudrais de ne pas citer, avec le guide du COMED qui est téléchargeable en ligne et aussi des publications, des ressources aussi sur ce site-là. Pardon, excuse-moi, je vous ai interrompu. Non, pas du tout. Si tu veux continuer, il n'y a pas de problème. C'est bon pour moi. Merci, en tout cas, merci beaucoup de l'invitation. J'espère que j'ai répondu aux questions. On a posé des questions qui n'étaient pas toujours évidentes, mais qui sont, à mon sens, des questions qui se posent vraiment pour tout le monde. Et du coup, merci beaucoup de vous être prêté au jeu des réponses qui m'ont semblé très claires et qui permettent vraiment de diffuser de l'information là-dessus. Ça semble important. Et moi, personnellement, quand j'avais préparé les questions, plus que des fois, quand tu parles, tu me poses un truc et je pose aussi spontanément. D'ailleurs, ce n'est pas mes questions des fois parce que je reçois beaucoup de questions sur les personnes qui nous posent des questions. Du coup, je suis là pour apporter cette question et merci d'avoir répondu aux questions très, très claires et pertinentes. J'espère qu'à très bientôt, on va recevoir peut-être le mois de novembre. On vous dire peut-être les dates et l'heure. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à tous et à toutes. Et merci encore, Laure. Au plaisir pour un prochain Facebook Live.